Bon, merci. D'abord, je suis très très heureux d'être ici et d'être dans ce centre dont j'ai vu les activités qui me paraissent tout à fait remarquables. Vraiment, il se passe beaucoup de choses. Il y a même des opéras, même moi qui suis grand mélomane, des opéras que je ne connais pas, qu'on ne donne jamais et qu'on donne ici. Donc c'est vraiment, je suis content d'être parmi vous. Et puis aujourd'hui, c'est vraiment un jour pour parler de la Méditerranée parce que ça fera un contraste agréable avec le temps de l'Île-de-France. Oui, alors en 65, j'ai publié un de mes premiers livres qui s'appelait Mère Méditerranée, hein, mère, mater, madre. C'est un jeu de mots. Et parce que je connaissais bien déjà, c'est un livre sur le sud de l'Italie, hein, c'est-à-dire sur Naples, la Sardaigne, la Sicile, la Calabre, enfin le sud de l'Italie, que je connaissais bien déjà. Et j'avais été frappé par le rôle de la mère omnipotent à l'époque, mais elle est encore aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a énormément de... C'est un pays, on dit que c'est un pays machiste et tout ça, mais en réalité, c'est les femmes qui gouvernent. Tout à fait. Les hommes sont des jouets. Les hommes, la preuve, c'est que les femmes, elles sont dans la maison, elles n'en sortent pas, peu, mais elles gouvernent, elles tiennent tout, les enfants, évidemment, les affaires domestiques, la cuisine, et les hommes vont se promener dans la rue parce que ce sont des jouets, ils n'ont pas beaucoup d'importance. Et c'est très frappant, c'est un matriarcat. C'est une chose déjà connue. C'est la Méditerranée, enfin la civilisation du Sud, ça pourrait s'étendre à d'autres pays que la Sicile, que l'Italie, je pense. C'est un matriarcat où, en apparence, les hommes ont le pouvoir, mais en réalité, ce sont les femmes. Voilà l'origine du titre et du livre, et je développe ça à travers les 4 ou 5 provinces explorées. Alors moi, il faut que je vous dise comment donc je suis venu à la rencontre avec Dominique Fernandez. Mon père est d'origine sicilien, et ma mère sarde. Et quand j'avais à peu près 17-18 ans, j'ai su qu'il existait un livre qui s'appelait donc Mère Méditerranée. Et en lisant ce livre, j'ai vu un livre qui parlait au fond de toutes mes origines, même sans mes parents ayant émigré pour l'Afrique du Nord, il y avait finalement une racine, enfin une connaissance, une sensibilité pour ce monde qui m'a bouleversé. Alors moi c'est moi qui vais animer le débat, c'est pas moi qui vais parler aujourd'hui, c'est Dominique qui va répondre, mais je pourrais intervenir. Mais je voudrais que Dominique nous dise d'abord 2 choses. Là, il a parlé du Sud, il a parlé de l'Italie, mais aujourd'hui on va aller beaucoup plus loin. Alors ce qu'il vient de dire, à mon avis, c'est lié, l'idée du matriarcat, pour moi c'est presque une conception mythologique. Au fond, le mère Méditerranée, il évoque ça, les mammés, la mamme, les mammés, comme ça. Aujourd'hui, ça a quand même beaucoup changé. Donc ça, je voudrais que, non, pas beaucoup changé. C'est-à-dire que il y a 2 Italies qui cohabitent. Il y a encore l'Italie du Sud. Et alors, je voudrais justement qu'on réfléchisse à ça. Qu'est-ce qui pourrait, d'un point de vue de l'histoire, expliquer, premièrement, cette dissociation formelle très forte en Italie, c'est-à-dire qu'il y a une Italie plus, disons-nous, plus attachée à cette notion de mère génitrice, voilà, au sens premier du terme, avec des femmes plus émancipées, on dirait dans le Nord, maintenant à Milan, parce que c'est vrai qu'à Milan, on les voit pas sur le pas de la porte, en train de s'occuper de la marmaille, et pendant que les maris se promènent. Les maris peuvent se promener, mais les femmes, elles vont aussi travailler. Donc il y a une Italie, à mon avis, un Sud réel, mais aussi rêvé chez Dominique Fernandez. Moi, c'est ça qui m'a touché. Je crois que Dominique, dans son livre, Ma Méditerranée, touche à l'essence même des mythes méditerranéens. Alors voilà, donc, 2 choses. Première, s'interroger sur ce qui a fait que le sud de l'Italie n'est pas comme le reste de l'Italie. Et deuxièmement, aller dans les autres suds. Moi, ce qui me frappe, c'est que tous les pays, quels qu'ils soient, ont un sud. C'est très frappant. La France a son sud, l'Espagne a son sud, l'Italie a son sud, etc., le Maroc, voilà. Donc, qu'on s'interroge aujourd'hui sur cette notion. Que représente pour toi le sud ? Alors, d'abord, commençons par l'Italie. Voilà. Première question. Ce qui est très frappant aujourd'hui, c'est que Naples et la Sicile, qui sont les 2 points forts du sud, disons l'Italie, n'ont pas changé en 50 ans. Ça me frappe chaque fois. Tout le reste de l'Italie a énormément changé, c'est mondialisé, c'est banalisé malheureusement.
ça reste très beau, mais ce sont des villes européennes maintenant. Rome, Florence, Venise, Milan, ça ressemble à Munich, à Lyon, plus beau évidemment, mais c'est le même type de civilisation. Même type de civilisation. Tandis que il y a un point symbolique même, qui est physique, qui est Terracina, qui est entre Rome et Naples. Si vous allez par la route, ce que je vous conseille de faire de Rome à Naples, quand la route rejoint la côte, c'est à Terracina, c'est une ville qui s'appelle Terracina, et il y a encore la porte monumentale, une espèce d'arc de triomphe, qui marquait l'entrée de l'ancien royaume de Naples. Puisque Naples... Le royaume des deux Siciles, même. Littéralement. Sicile, puisque jusqu'en 1860, ça veut dire il y a 150 ans encore, le royaume, c'était un royaume très fort, un État très fort, le royaume des deux Siciles, capitale Naples, et la Calabre, et la Sicile. Et là, tout change. Géographiquement, d'abord les cactus apparaissent, les buffles, les bufflones, qui font la mozzarella, les pastèques, et les mammées, et les veuves en noir. Tout ça fleurit d'un coup, après qu'on a passé cette barrière de Terracina. Et Naples n'a absolument pas changé. Moi, je la connais depuis plus de 50 ans, cette ville. Je retrouve même les mêmes petits tas de gravats que j'ai connus il y a 50 ans. Ils n'ont pas été déblayés. Il y a une espèce d'imperméabilité au changement qui est extraordinaire et très appréciable aujourd'hui, où tout va très vite et se banalise. Et par exemple, il n'y a pas de grande surface à Naples. Il y a des petits commerces de proximité, et la marchandise est étalée sur le trottoir, et on bavarde, on achète son jambon et sa ficelle à une vieille dame avec laquelle on a des rapports affectueux. Enfin, c'est pas du tout la caissière qui fait comme à Carrefour. Ça n'existe pas, ça. C'est vraiment la civilisation qui est restée intacte. Alors, pourquoi est-ce qu'elle a résisté au changement? Ça, c'est un mystère. Et la Sicile, c'est pareil, il n'y a pas d'herbe, c'est un petit Naples. Alors, Pasolini disait déjà que Naples était une tribu, au sens ethnologique. C'est une tribu, c'est là où il y a les lois sont les plus solides, ne changent pas. C'est une tribu qui ne change pas, à mon avis, ne changera jamais. Oui, mais alors justement, ce sud de l'Italie, cette Sicile, ils ont un héritage considérable, c'est l'héritage espagnol, oui, lié à leur histoire, donc le royaume des deux Siciles, les Bourbons de Naples, etc. Mais, à mon avis, est-ce que ce serait pas une façon de mieux comprendre cette notion de palimpseste qui s'applique Néapolis, vous savez, c'est une nouvelle ville, hein, c'est quand les Grecs sont venus s'implanter, vous savez que les Grecs se sont implantés pour la première fois à Ischia, et ils ont ensuite fait Cume, la baie de Naples, ils l'ont habité. Donc là, on a une ville née sur des racines superposées, des Grecs, puis... Oui, il y a des mots grecs dans le vocabulaire encore. Donc, tout cet héritage grec qui va donner, au fond, ces superpositions, ces strates de la ville, on les retrouve en Sicile, donc ça peut être une des raisons. La Sicile, c'est le palimpseste par essence de la Méditerranée. Oui. Alors, est-ce que, justement, cette identité, c'est paradoxal, parce que quand tout bouge, cette ville qui n'est qu'une succession de civilisations reste imperméable. C'est ça le paradoxe. Oui, mais enfin... Ça c'est vrai, mais les civilisations sont quand même très anciennes et mortes depuis 100 ans. Ça aurait pu changer, puisque maintenant il y a comme une unification italienne, disons, depuis un siècle et demi maintenant, et ça n'a quand même pas changé. Oui, alors justement, Naples reste, à ce titre, le conservatoire d'une Italie qui n'existe plus ailleurs. Je dirais pas conservatoire, parce que c'est un peu péjoratif, non, comme dans le sens il n'y a pas de ville plus vivante que Naples. Oui, mais qui conserve des choses qui se perdent ailleurs, dans le bon sens du terme. Oui. C'est pas quelque chose qui est figé, mais quelque chose qui s'appuie sur tout ce qui est encore là, mais qui le rend vivant. Oui. Parce que Naples, moi j'aimerais aussi moi je connais l'histoire, mais j'aimerais que Dominique vous dise ce que représente l'Italie physiquement pour lui. Parce que ça, vous aurez la clé, je crois, de cette approche du Sud. Comment tu as découvert l'Italie? Quand j'avais 20 ans, je suis allé en Italie faire un voyage avec des étudiants, comme à l'époque, les voyages étaient difficiles, on n'avait pas d'argent, et puis c'est pas comme aujourd'hui. Donc j'ai profité d'un voyage de groupe, et je me rappelle que nous sommes arrivés, j'avais jamais vu la Méditerranée, hein, parce que pendant la guerre et après-guerre, on n'avait pas cette facilité qu'on a aujourd'hui de circuler. Et donc j'ai découvert la Méditerranée, là, en août, sur une petite plage près de Gênes,
Et ça a été un choc, là, dont je me souviens encore, un choc émotif, parce que la Méditerranée, c'est je connaissais un peu l'océan, la Manche, que je détestais, parce que on grelottait même au mois d'août. Là, c'était tiède, c'était doux, les gens étaient adorables, et puis il y avait ce bruit du ressac qui est très différent de la marée, qui est un bruit plus ample. Le ressac, c'est un petit bruit court, rythmique, musical, extraordinaire, et ça a été pour moi un bouleversement. Le bruit du ressac mêlé à la douceur de l'air et à la gentillesse des habitants qui sont venus nous apporter du miel, du lait, je sais plus quoi, c'était extraordinaire. Et j'ai décidé sur le champ de changer mes études, parce que je devais faire une agrégation de français, latin, grec. J'étais programmé pour ça. Je me suis dit, mais non, quelle idée. Je vais faire l'italien. Je vais apprendre l'italien, dont je ne savais pas un mot. Je vais en faire mon métier, ce qui va permettre d'aller y habiter pour mes études 2 ans. Parce que j'étais normalien, donc on avait droit, comme linguiste, à 2 ans. Et après, j'ai vécu 1 an à Pise et 1 an à Rome, où j'ai appris l'italien, tant bien que mal. Et surtout, j'ai appris à aimer encore plus l'Italie, du Nord à l'époque, parce que Pise et Rome, c'est l'Italie du Nord. Et c'est après que j'ai découvert le Sud. Mais alors ça, c'est une démarche très stendhalienne, justement. Oui, et alors, j'ajoute quand même que moi, toi, tu es siculo, sardo, maltais. Parce que la grand-mère est maltaise, hein. C'est très important. Malte, c'est vraiment le sang de la Méditerranée. Moi, je suis mexicain. Mon père était mexicain, toute ma famille paternelle était mexicaine, et le lien commun entre l'Italie du Sud et le Mexique, c'est l'Espagne, évidemment. L'Espagne qui a occupé 2 siècles et demi l'Italie du Sud, et autant, ou même plus, peut-être, le Mexique. Et il y a l'empreinte espagnole est très forte à Naples. Ces palais somptueux, ce faste, cette morgue, cette magnificence, c'est espagnol. Hein, Donc, tout ça étant inconscient, parce que je suis mexicain, mais je suis allé 2 fois au Mexique, je suis quand même très français d'abord, mais quand même, les gènes ont dû avoir leur mot à dire, parce que pourquoi quand j'ai découvert Naples et la Sicile, je me suis trouvé vraiment chez moi. C'est le pays c'est vraiment la patrie au sens fort, la terre des pères. Alors justement, ce serait, à mon avis, la traduction littérale de l'expérience sensible. Donc c'est parti par les sens. Ah oui, absolument sensible, parce que et c'est pas la culture, parce que cette petite plage près de Gênes n'a aucun intérêt, c'est un petit village. C'était pas des monuments, c'était pas Venise, c'était pas Florence, mais c'était ce que j'aime en Italie, avant les monuments qui sont très beaux, les peintures et tout ça, c'est les gens, l'accueil des gens. Quand vous demandez quelque chose à quelqu'un, il s'arrête, il vous écoute, il vous accompagne. Ici, les gens font comme ça, quand on leur demande, ils ont peur qu'on leur vole leur portefeuille. Là, c'est pas du tout la manière italienne d'accueillir les gens. Enfin, et ça, quand on vit à Paris, où c'est aggravé, évidemment, cette espèce de méfiance réciproque, là-bas, ça n'existe pas. Et donc c'est ça qui m'a attaché d'abord à l'Italie, et qui est décuplé dans l'Italie du Sud, parce qu'à Naples, tout est basé sur l'affectivité. D'ailleurs, à un point excessif même, parce que tout ce qui devrait marcher normalement ne marche pas. Il n'y a pas d'État, il n'y a pas d'institution. Si on ne connaît pas le cousin du frère de la grand-mère, on n'obtient rien. Même pour retirer un paquet, j'ai vécu à Naples, pour retirer un paquet à la poste, vous avez beau avoir le reçu, ah non, on n'a pas. Donc il faut connaître quelqu'un qui connaît un autre, le guichetier. Alors là, on a tout de suite le paquet. Donc c'est un rapport de clientèle qui est un rapport antique qui passe par les relations personnelles. De troc. Ça, il faut comprendre ça. Le droit, ça n'existe pas, la justice, tout ça, ça n'existe pas. C'est les relations personnelles, pour le meilleur et pour le pire. C'est ce qui explique d'ailleurs des phénomènes comme la camorra, c'est la relation personnelle poussée jusqu'au crime. Mais ça, c'est quand même exceptionnel. Hein. C'est pas ça, Naples. Naples, c'est un tissu d'amitié, d'affection réciproque. Alors justement, dans cette approche, il y a une chose intéressante que je viens de penser. Il y a eu 2 textes fondamentaux dans ta formation. Au moment où tu vas apprendre l'italien, faire l'agrégation, etc., passer l'agrégation, ce sont 2 textes complètement opposés. C'est l'échec de Pavese, donc une figure typiquement nordique, un homme introverti, lié à la souffrance, qui va se suicider d'ailleurs. Enfin, c'est donc un monde éteint. Et puis les événements de Palerme,
qui va, au contraire, permettre de comprendre ce qu'est. Je crois que beaucoup de gens ont parce que là, on parle des clichés aussi. Enfin, on peut parler du cliché des Suds. Il y a beaucoup de gens qui n'associent Naples et le Sud qu'à la mafia, à la camorra, à la 'ndrangheta, etc. Oui. Donc, je crois que c'est important de dire que représente ce phénomène de la mafia, comment il est né. Oui. Alors d'abord, il faut dire que il faut s'élever contre la désinformation véhiculée par les médias, parce que, comme tous les autres pays d'ailleurs, pour la Russie ou la Roumanie, c'est pareil. Les médias ne parlent que de ce qui va mal, de ce qui fait scandale, de ce qui est sensationnel dans le mauvais sens. Donc on ne parle de Naples que quand il y a un crime de mafia ou que quand il y a l'histoire des ordures. Et moi, je peux vous témoigner, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a 3-4 ans, il y avait un scandale des ordures à Naples. On disait que Naples était envahi d'ordures. Moi, je m'ai trouvé à Naples. C'était plus propre que Paris. Il y avait un problème d'un incinérateur en banlieue. Il y avait un vrai problème, mais en banlieue de Naples. Et alors, quand vous voyez sur votre écran de télévision des tas d'ordures comme ça qui envahissent, vous dites tout Naples est comme ça. Mais non, vous comprenez, c'est comme si on représentait la France uniquement par les viols en tournante dans les cités ou quand on brûle les bagnoles le jour de Noël. C'est les médias tentent toujours à grossir ce qui va mal parce que ça fait spectacle. Quand ça va bien, on n'en parle pas. Et moi, j'ai vécu à Naples, j'étais professeur à l'Institut français, et donc, je suis sûr que c'est la seule ville, par exemple, où on m'ait rendu quelque chose qu'on m'avait volé. J'étais en voiture, j'avais laissé un pullover dans la voiture, ouverte, parce et quelqu'un m'a pris ce pullover, alors je suis descendu de voiture, enfin, je me suis aperçu, je suis allé dans la rue, je suis allé voir quelqu'un qui avait une boutique, qui avait l'air important, c'était le chef de la rue, il a sifflé, on m'a rapporté le pullover. Vous voyez, parce que ils avaient compris que j'étais un ami à eux. Et une autre anecdote, l'anecdote du pourboire, que j'aime beaucoup. Un matin, je reçois un télégramme. Il y avait un gamin comme ça, jeune sans lire. À l'époque, c'était convenable. Enfin. Il me dit grazie. Et puis 2 heures après, il revient avec un autre télégramme, le même gamin. Je ressors sans lire. Il m'a dit, ah non, il signore mi ha già dato. Monsieur m'a déjà donné. Vous voyez, en France, on vous réclame le pourboire si vous ne le donnez pas. Là, c'est la seule fois où on m'ait refusé un pourboire. Quelqu'un qui visiblement n'était pas... Vous voyez, donc Naples, tout ce qu'on dit de la camorra est vrai, tant que c'est... Si on précise que c'est 0,1% de la population, et ça devient faux dès qu'on dit que c'est tout Naples, c'est ça. Oui, mais bon, tous ces clichés, moi je crois que c'est très important ce qui est dit là, parce que même si ça a valeur emblématique aujourd'hui, parce que je crois qu'aujourd'hui, peut-être la situation ne se renouvellerait pas, mais on n'en sait rien, c'est ça qui est intéressant, on n'a pas à dire... Mais ça relève, je crois, de pratiques liées à la civilisation. Je crois que si Dominique a fait ce livre, je crois, si important qui est Mer Méditerranée, c'est parce qu'il a touché à des codes qui expliquent finalement ce qu'est la civilisation du Sud. Mais alors maintenant, 2 choses. Je voudrais qu'on revienne à Stendhal, parce que quand même, quand Stendhal franchit les Alpes et qu'il arrive à Ivrea, que se passe-t-il? J'aimerais que tu te dises. Et surtout, au fond, c'est ça la clé pour aimer l'Italie. C'est cette expérience-là. Physique. Oui, mais Stendhal, oui, c'est pas... Parce qu'il a aimé sans connaître. C'est il avait 17 ans. Il était soldat dans les armées du Directoire en 1800. Et sous-lieutenant, je crois. Et il était de Grenoble, lui, qu'il détestait, mais surtout parce qu'il n'aimait pas son père, je crois. Et il est arrivé donc dans le Nord, lui, à Ivrea, c'est-à-dire près de Turin. Il était allé à l'opéra. Il a entendu le mariage secret de Cimarosa, qui est devenu son opéra préféré. Et c'était un choc. Et lui, il a passé la moitié de sa vie, carrément, en Italie. Et dans son journal, il note que ce dont il se souvient, c'est que la chanteuse, il manquait une dent de devant à la chanteuse. Et c'est ce détail révélateur. Il dit que c'est ça son expérience de la musique. C'est comme ça qu'il a aimé la musique. Et il dit aussi à un autre endroit qu'il a entendu chanter. Il ne connaissait pas l'italien au début non plus. Et il entend chanter Amore nel cimento. Alors, cimento, ça veut dire épreuve. Il y a un opus Vivaldi qui s'appelle Cimento dell'armonia, c'est-à-dire l'épreuve de l'harmonie. Lui, il a cru que ça voulait dire ciment. Amor nel ciment. Il dit amour dans le ciment, c'est merveilleux cette langue, ce pays. Vous voyez, c'est cette absurdité qui font et qu'on aime quelque chose.
C'est jamais la raison, c'est jamais les choses comme ça bien carrées, c'est des choses absurdes qui déclenchent quelque chose d'émotionnel, qu'il faut qu'on aime une personne ou un pays. Alors, quand on parle d'Italie, bon, on sait tout ton lien avec ce pays qui t'a changé. Il y a quand même un mystère, c'est que en tant que helléniste et latiniste, la Grèce, la rencontre avec la Grèce n'a pas eu lieu. Non, ça. Alors pourquoi? Ben ça, je sais pas. Mon premier grand voyage, avant l'Italie même, puis j'étais helléniste, en effet, à l'époque, je lisais même le grec couramment, ce qui n'est plus possible aujourd'hui. Et donc, je suis allé à Athènes, et qui était un pays encore pas du tout touristique après-guerre. C'était vraiment pas ce qui est devenu. Enfin, aujourd'hui, c'est encore autre chose, mais c'était un pays, il n'y avait pas de route goudronnée, c'était très précaire le voyage, très beau, très passionnant, mais j'ai pas du tout été sensible à la Grèce. Enfin, j'admirais les monuments d'Elphes et aujourd'hui, quand tu y penses, est-ce que tu as une clé, Mais non. Et je suis retourné plusieurs fois, on était allés ensemble, même. Je crois que la grande différence, si vous voulez, entre l'Italie et la Grèce, c'est que la Grèce, tout s'est arrêté quand même il y a 2500 ans. Avec la Grèce antique, c'est fini. On peut toujours trouver des noms, mais l'Italie, il y a une continuité. Les civilisations ont continué à s'empiler jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu évidemment le Moyen-Âge, il y a eu la Renaissance, y compris à Naples et à Palerme. Après, il y a eu le baroque, après, il y a eu l'art nouveau, après, il y a eu ce qui est contemporain. Donc, c'est un pays qui a toujours été vivant, qui a produit des artistes, des peintres, des sculpteurs, des poètes, des écrivains. La Grèce n'a plus produit grand-chose. Et c'est mort. Moi, j'ai l'impression d'être dans une chose morte, un site purement archéologique. C'est comme si en Italie, il y avait qu'Agrigente et Sélinonte, et ses gestes qui sont magnifiques, Paestum. Mais il y a tout autour la vie et la production intellectuelle et littéraire, qui est quand même très important pour moi. Alors, on peut parler justement de l'Odyssée. Le texte, moi, c'est un de mes livres de chevet. Je sais qu'on parle très souvent avec Dominique de ce livre qui nous accompagne. Et comment déchiffrer aujourd'hui ce mystère, disons, de cette cohérence, de cette puissance évocatrice liée justement, parce que maintenant on va sortir un peu de l'Italie et de la Grèce génitrice aussi, mais au fond, le premier grand texte de la civilisation méditerranéenne a tout dit, avec le voyage. Alors comment... L'Odyssée, oui. C'est un livre merveilleux. Je vous conseille de le lire. Si vous ne l'avez pas fait, je suis sûr que vous l'avez tous fait, mais relisez. Moi, et maintenant, comme je sais que tu le relis souvent, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qu'il est écrit de ce texte? D'abord, c'est un roman, c'est en vers. Enfin, ça se lit comme un roman. C'est les aventures d'Ulysse. C'est un grand voyageur qui n'a pas envie de rentrer chez lui après la guerre de Troie, qui n'a pas du tout envie de retrouver sa femme, bien qu'il prétende le contraire, qui prend des années comme ça, à s'arrêter, il y a eu plein d'aventures. Il y a 1000 interprétations possibles, c'est très amusant. Mais c'est plein d'humour, c'est délicieux, il y a des cyclopes, c'est un roman d'aventure, si vous voulez, magnifiquement écrit et pensé il y a, je ne sais pas quand, c'est 7e siècle avant Jésus-Christ. Combien? 7e. C'est un livre, moi j'ai lu en grec à l'époque. C'est un grec pas très difficile. Une fois qu'on a pris les mots reviennent, c'est très comme mélopée. Il y a des mots, des adjectifs. La mer est toujours couleur de vin. Les adjectifs homériques. L'aurore au doigt de rose. C'était pas des clichés à l'époque. C'était vraiment comme ça que vous voyez l'aurore ou la mer, les Grecs de l'époque. C'est un livre épatant et très très jeune, très enfantin même, très naïf en même temps. Moi, je vois ce qui m'intéresse aussi dans cette approche de l'Odyssée, c'est que on ne parle que évidemment de l'image d'Ulysse, les fameux les étapes, tout ce qui va justement les cyclopes, mais bien sûr les sirènes. Et les vaches du soleil, etc. Enfin, tout ce qui va provoquer ça, c'est une étape. Mais en fait, ça n'occupe que 3-4 chants dans l'Odyssée. L'Odyssée, c'est un livre sur la quête du père, au fond, et le retour. Oui. C'est-à-dire que le livre, je dis juste ça, commence par Télémaque qui cherche son père, qui part en quête de son père et qui va mettre 7 chapitres, 7 chants avant de rencontrer sa mémoire. Et puis, dans la construction du livre. Et ensuite, c'est le retour d'Ulysse et donc tout à coup la redécouverte du père. Moi, je crois que cette dimension humaine est souvent occultée, alors que ce qui peut nous frapper dans ce livre, c'est la force psychologique, l'intensité, l'intelligence, la maîtrise, disons, de cette relation. Est-ce que ça te touche, cette dimension? Oui, bien sûr. Non, mais il y a tout. Il y a la femme, le père,
les amis, il y a tout. Et Dieu merci, c'est pas... enfin, on pourrait faire de la psychanalyse dessus, mais il vaut mieux pas, parce que ce serait mettre un poids lourd, écrasé, là. Je crois que ça se lit... C'est la vraie épopée, c'est ça qui est... Ça se lit comme j'allais dire comme une bande dessinée, mais comme quelque chose... C'est très simple, c'est transparent, et c'est très profond en même temps. C'est ça qui est très parce que c'est unique dans ce texte. En fait, Ulysse est un anti-héros. C'est quelqu'un il a été glorieux à Troie, mais ensuite il est tout le temps, il est Dieu, il est en conflit avec les dieux, etc. Il est un peu lâche aussi. Et oui, c'est ça. Et alors pourquoi et l'Iliade alors, parce que je sais que l'Iliade c'est très beau aussi. C'est la guerre. Alors c'est la guerre de Troie. C'est plus militaire. Ça nous touche peut-être moins, parce que, enfin à moins qu'on ait l'esprit guerrier, ce qui n'est pas mon cas, mais c'est quand même très beau. Il y a une nouvelle traduction qui est apparu l'an dernier, qui rend le côté rocailleux de cette épopée. Non, c'est aussi très beau. Hein. Alors, on est allé en Italie, en Grèce, on a voyagé un peu avec Ulysse, et maintenant j'aimerais que tu parles des pays que tu connais bien, notre chère Syrie. Je crois que là aussi il est intéressant de parler de la Syrie aujourd'hui, parce que c'est le pays qui est le plus à l'actualité. C'est le pays, je crois, le plus méconnu. C'est un pays que nous connaissons bien. Nous avons fait un livre sur la Syrie, tous les deux. Et donc, Dominique peut, je crois, très bien en parler parce que on y est très attaché. Et puis, les pays que tu ne connais pas. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même deux qui, je crois... Oui. Discussion, on pouvait aborder les territoires. Mettons. Alors, commençons par la Syrie. La Syrie, c'est un pays admirable. C'est horrible, cette tragédie. C'est horrible pour les milliers de morts, évidemment, et aussi la destruction du patrimoine, parce que Alep, par exemple, qui était la plus belle ville de Syrie, qui est au nord, qui était le théâtre, je crois, de combat, il y avait un souk, c'est-à-dire, vous savez, ce marché couvert, et là, c'était un souk en maçonnerie encore, en ogive, avec des petites rues très étroites. Il a été entièrement détruit par un incendie, si j'ai bien compris. Et puis, enfin, c'est affreux. Alors, je crois qu'il y a le site de Palmyre qui sans doute resté intact, c'est en plein désert, qui est pour moi le plus beau site que j'ai vu, antique. Il y a 1 kilomètre de colonnade avec un théâtre, un temple, c'est extraordinaire. C'est la capitale de la reine Zénobie, une des reines mythiques de l'Antiquité. Et puis là aussi, vous avez les mêmes valeurs qu'à Naples, c'est-à-dire la relation humaine, l'accueil, l'hospitalité, la gentillesse extraordinaire des Arabes, c'est un pays extraordinaire. Et ceux que tu ne... Alors, il y a deux que je ne connais pas. Un, vraiment, je suis impardonnable, c'est la Turquie, mais ça va être réparé, cette chose, en septembre. Et l'autre, c'est la Libye, parce que il fallait y aller juste, il y avait un petit moment où on pouvait y aller, et je ne connais pas. Mais ça, c'est... En revanche, le Maghreb, tu connais bien. Alors, le Maghreb, oui, surtout l'Algérie, qui est un pays extraordinaire, que je préfère des trois. Parce que d'abord, il n'y a pas de tourisme du tout. Quand même la plaie aujourd'hui, le tourisme, hein, il faut dire, c'est un tourisme de masse. Je comprends très bien que les gens voyagent, mais j'en fais partie, mais c'est vrai que ça dégrade les endroits, parce que non seulement il y a des hordes de gens, l'Égypte, c'est effrayant quand on y allait, on est allé une fois, il y a 3000 personnes tout d'un coup qui débarquent au bord du Nil, là, autour d'un temple, c'est affreux. Et donc, non seulement ça, il y a les hordes de gens, mais ça change l'âme de la ville. Ça développe une classe de larbins, d'hôteliers, de gens vénaux qui s'agrippent à vous, qui vendent des bibelots, des boutiques horribles, des friteries. Enfin, ça change. C'est comme la place du Tertre à Paris, qui était très belle et sans doute il y a 100 ans. C'est horrible maintenant, c'est une chose épouvantable. Enfin, donc, la Tunisie et le Maroc, qui sont très très beaux évidemment, c'est un magnifique pays, mais c'est quand même un peu gâché, enfin pas tout, mais certaines villes par le tourisme, tandis que la Tunisie, pour des raisons politiques bien connues, et aussi par le caractère des habitants, ils sont très fiers, ils refusent le tourisme pratiquement. Ils ne développent pas le tourisme, il n'y a rien. Voyager est toujours un peu difficile, mais on peut très bien se loger, se nourrir, mais ça reste vraiment un pays intact, je dirais intègre. Et très beau, Alger est une ville splendide. Et puis, nous préparons un livre sur l'Algérie romaine pour l'an prochain, ou cette année, je crois. Cette année. Il y a des sites romains. Alors là, on trouve la Rome antique, puisque Rome a, vous savez, a couvert
tout ce monde méditerranéen. C'est comme l'unité, type à ça. J'ai vu qu'il y avait une photo là, dans le Timgad, Djemila, Ypone, enfin ce sont des... Et alors là, ce sont des sites aussi beaux qu'en Sicile ou ailleurs, mais il n'y a pas... Ils sont dans la montagne, il n'y a rien autour, il n'y a même pas une buvette, il n'y a rien, enfin il n'y a pas un restaurant, il n'y a absolument rien, il y a le site dans la montagne, tel qu'il était, à l'origine. Alors là, on est confronté à cette mémoire de la Méditerranée. Ce qui est frappant, si vous voulez, on le voit en travaillant sur cette Algérie antique, qui est vraiment, comme Dominique vient de le décrire, d'une poésie, merveilleusement conservée. Mais ce qui nous intéresse là, c'est que ce va-et-vient permanent. On voit dans l'exposition qu'il y a toujours cette présence des ruines, de la mémoire, liée aux destructions aussi, liée, disons, à la superposition des civilisations. Est-ce que tu restes sensible à cette notion? Parce que toi, ce qui te touche dans tous ces pays, c'est la vie, c'est pas du tout ces pierres. Tu peux... Ah, mais les deux... Est-ce que tu établis le lien, ou est-ce que pour toi il y a une immense distance inséparable, disons impossible à abolir, ou est-ce qu'au contraire ce sont deux histoires différentes qui sont liées l'une à l'autre profondément? Non, je veux pas. Non, en Algérie, ça me gêne pas du tout. Non, je parle aux autres pays aussi. Je pense au Maroc ou. Oui, il y a qu'en Grèce j'ai trouvé parce que le poids du passé est écrasant en Grèce, parce qu'il y a toute la culture grecque antique qui n'a jamais eu en Algérie quand même. Donc en Algérie, ça s'intègre beaucoup mieux. Mais au contraire, moi, je trouve que voir un pays très vivant, très jeune, ce sont des pays très jeunes, avec tout d'un coup des ruines, ce n'est pas du tout... je trouve qu'il y a une harmonie qui s'établit très vite. Alors je pense tout à coup à ça, avec un élargissement plus profond de la Méditerranée, c'est cette citation de Millot que tu aimes, faire, Darius Milhaud. Alors tu la dises. Darius Milhaud était un grand musicien qui était né à Aix-en-Provence, un très grand musicien qui a vécu au Brésil pas mal. Et il disait que la Méditerranée s'étend d'Istanbul à Lima, avec comme capitale Aix-en-Provence. Mais c'est une boutade, mais profonde, parce que le monde méditerranéen, c'est pas seulement la Méditerranée, qui est déjà énorme, tout le tour. Il y a une quantité de pays, de races, d'ethnies, de langues différentes, mais c'est aussi tout ce qui a rayonné à partir de Rome. Donc toute l'Amérique du Sud, tout le Mexique, tout le Proche-Orient, la Syrie, le Liban, la Libye, et même jusqu'à Saint-Pétersbourg, on peut dire, puisque Saint-Pétersbourg a été construit par des Italiens, par des Romains, et le génie architectural, urbaniste et de la voirie aussi de Rome est extraordinaire. Enfin, ils ont couvert la moitié du monde. Mais aujourd'hui, tu le sens par expérience. Parce que, par exemple, tout ce que tu ressens, si on refait le lien avec tes origines espagnoles, même si tu n'es allé que 2 fois au Mexique, tu connais bien le Pérou, la Bolivie, qu'on aime particulièrement, le Brésil, qui est un pays. Mais c'est la Méditerranée, tout justement. ça. Et donc, ce sont ces clés aussi qui t'aident à... En fait, ce que tu aimes dans l'Amérique latine, c'est cette vie, c'est cette vitalité, cette créativité. En littérature, par exemple. Oui, absolument. Et c'est pour ça que j'aime le monde anglo-saxon, mais assez étranger. Je connais bien les États-Unis, l'Angleterre, mais ça m'attire pas, ça me dit rien. Dans ce pays, ce monde méditerranéen qui est donc beaucoup plus grand que la Méditerranée, il y a ce type de création, de créativité qui est tout à fait... De vitalité, on pourrait dire. De vitalité, parce que même les écrivains d'Amérique du Sud, comme Garcia Marquez, comme Vargas Llosa, comme Carpentier, c'est la vitalité qui frappe, c'est l'énergie créatrice. Ce ne sont pas des intellectuels ce sont des gens vitaux. C'est ça qui frappe d'abord. Et alors, parce qu'on n'a pas parlé de l'Espagne. Alors là, Dominique, c'est intéressant si on lui pose des questions sur l'Espagne, parce que vous verrez qu'il peut très bien parler de l'Amérique du Sud, qu'il aime beaucoup, mais il a une relation particulière avec l'Espagne. J'aimerais que vous puissiez s'interroger aussi sur... Enfin, j'insiste sur ça parce que on a vite fait d'englober, au fond, tous ces pays dans cette Méditerranée très, justement, toujours génitrice, j'aime beaucoup ce mot, qui a engendré toutes ces civilisations, qui a créé tous ces liens, cette nourriture permanente. Mais pourquoi y a-t-il des pays qui, justement, parce que l'Espagne reste très vivante, qui ne te touchent pas? Oui.
En plus, j'ai une maison là, à la frontière, à Perpignan, à la frontière espagnole, donc j'y vais quand même chaque été. Mais je peux dire que j'aime ce pays. J'admire, il y a des grands peintres, il y a des grands écrivains, mais à part l'Andalousie, qui est imprégnée de monde arabe, et qui est donc métissé fortement, je trouve en Espagne, il y a une espèce d'orgueil, de fermeture sur soi qui me touche pas du tout. Et puis peut-être là, les pratiques de la spiritualité, parce que finalement, ces visions qui te choquent, ces visions sanglantes du Christ, ces visions, voilà. Parce que nous avons été avec Dominique à la Semaine Sainte de Séville, et donc... moi, j'aime pas du tout ça. Voilà, Dominique est pas du tout réceptif, parce que je parle de ça, parce que dans l'expression, vous verrez qu'il y a un des aspects, disons, de cette, oui, je peux le dire, de religiosité, c'est-à-dire de cette spiritualité, mais on n'est pas dans la spiritualité, là, justement, on est dans la religiosité. C'est intéressant, là. On peut revenir à l'Italie et à l'Espagne, le fameux parallèle. L'Italie est un pays païen, profondément. Il y a beau avoir le pape, le Vatican, les évêques, tout ça, c'est un pays qui est païen, mais il n'y a pas plus païen que ça, d'ailleurs, ils le disent eux-mêmes. Ils font les signes de croix en passant comme ça, et puis les saints, d'ailleurs, Dieu n'existe pas là-bas, le Christ non plus, il n'y a que les saints qui comptent, mais parce que les saints sont utiles. Quand on passe un examen, c'est Saint-Vincent, quand vous partez en voyage, c'est Saint-Christophe, quand vous êtes malade, Saint-Antoine, donc vous lui apportez une breloque à ce statut pour qu'il vous aide à passer l'épreuve. Mais c'est utilitaire. C'est un peu comme les anciens, vous savez, les nymphes, la fontaine, il y avait et quand on a un accident aussi, on va... Bon, c'est un peu païen. Enfin, de superstition aussi. Les Espagnols, enfin aujourd'hui, je sais pas, ça a beaucoup changé l'Espagne, mais il y a un fond très, très religieux en Espagne. Il n'y a qu'à comparer Casanova et Don Juan, si vous voulez, qui sont vraiment typiques. Casanova, lui, c'est le plaisir, il s'amuse, il prend son plaisir où il le trouve. Don Juan, ce qui l'amuse, c'est de transgresser, c'est de défier Dieu, c'est de transgresser la loi divine. Sinon, ça l'intéresserait pas. C'est pas le plaisir qui l'attire, Don Juan, c'est s'opposer à la religion. Casanova, il s'en fiche, ça n'existe pas pour lui. Donc, c'est peut-être ça qui me retient en Espagne d'adhérer complètement à ce monde. Moi, j'ai mon interprétation qui fait que l'histoire même des deux pays est capitale. Si vous avez quand même un pays qui n'a jamais été unifié jusqu'en 1860, il y avait des formes de rivalité, non pas des rivalités, il y avait des rivalités guerrières, mais surtout il y avait des rivalités artistiques. Les cours se battaient, se disputaient les grandes figures de l'art. Un artiste, on le faisait venir à grand prix, un Raphaël, un Michel-Ange, etc. Alors que l'Espagne a acquis sa force dans les rois catholiques. Et tout est là. C'est-à-dire que du jour où on va chasser les juifs et les musulmans sa force, c'est pas parce qu'elle a beaucoup perdu, justement. Et justement. Et donc, et à partir de là, elle va se centraliser, comme la France, finalement, des pays qui vont garder leur unité très forte et qui, justement, créeront cette austérité, cette rigueur. Quand on pense aux rois catholiques, c'était des rois qui avaient tout contrôlé dans leur pays, qui ont justement aboli les distances entre l'Andalousie, terre de métissage, et puis les hauts plateaux, etc. Mais la force de l'Espagne, justement, et ça on va dans la théorie de Darius Milhaud, c'est que toute cette dimension contrôlée ne l'a plus été, même à des fins religieuses, en Amérique du Sud. Parce qu'ils ont découvert un autre espace, ils ont découvert d'autres mœurs, d'autres peuples. Qu'est-ce que tu Oui, mais quand je dis que l'espagnol, il y a une dureté, une morgue, en Italie, on n'a jamais expulsé personne. Oui, justement. C'est ce qui les oppose, justement. Ni personne. Au contraire, ils ont accueilli. Tu sais qu'en Espagne, il y a tout d'un coup, et récemment, quand même, c'est 1492, la reconquête, donc c'est pas très vieux, à l'époque de la pleine Renaissance italienne, il y a eu cette expulsion qui était une grande perte. Parce que... on en paie encore les frais aujourd'hui, puisque tous ces déchirements jusqu'aux exodes, c'est un nouvel exode, finalement, jusque les mouvements des musulmans, aussi bien par le nord de la Méditerranée que par le Maghreb, qui se sont installés. Alors justement, on peut parler parce que nous étions à Fès il n'y a pas longtemps, et j'aimerais que tu parles de Fès, parce que... J'ai beaucoup aimé Fès. Mais alors, essaie de t'interroger pourquoi. Alors, c'est une ville magnifique, enfin, ça ne se rien dire, magnifique. Marrakech aussi, c'est une belle ville, mais Marrakech, vraiment, là, il y a le tourisme à la fois de masse et de luxe. Tandis que là, Fès, non, parce que c'est une ville qui a refusé le développement touristique.
j'ai parlé avec le maire, enfin l'autorité. C'est une ville qui parie sur le développement culturel de la ville, sur la tradition culturelle de la ville. Et ça, c'est très différent. Donc, il y a pas ce côté people et à la fois jet society qu'il y a à Marrakech. C'est vraiment une ville marocaine encore et qui développe surtout la musique. On était au festival de musique sacré et c'est vraiment et qui accueille d'ailleurs des musiciens du monde entier. C'est très intéressant ça. Oui, sur le soufisme par exemple. Oui. Mais moi j'y ai vu, c'est pour la première fois, une nouvelle Grenade justement. C'est-à-dire que au fond, c'est une ville qui a encore, il y a 3 Fès. Vous savez, il y a une ville encore juive, il y a une ville arabe et puis il y a la ville chrétienne encore aujourd'hui. Donc c'est peut-être un des derniers endroits où enfin peut-être pas comme Andalousie, mais où cohabitent au fond ces trois religions du livre, enfin ces pratiques qui... Oui, il y a longtemps à Jérusalem aussi. Oh, mais alors justement, parlons-en, Jérusalem, oui. Parce que toi, tu n'as pas vraiment aimé quand... Non, mais enfin, je connais moins bien. J'ai dit une fois, alors je peux pas. Moi, je peux parler bien que des pays où je suis allé plusieurs fois quand même, parce que la première fois, on a le choc de la découverte, l'émotion, on découvre. Oui. Et justement, Jérusalem, c'est la ville des déchirements. Oui, mais ça, c'est la politique aussi qui s'en mêle. Alors là, c'est 17 fois détruite, vous vous rendez compte de ville. Aujourd'hui, on sait tous les drames qu'il y a. Donc, on n'est pas à l'aise, évidemment. On ne peut pas être à l'aise dans ce pays comme ça. Mais j'aimerais juste que tu dises comment on l'avait visité. C'était important avec cet écrivain qui... Ah oui, avec David Chahar, qui était un grand écrivain. Je crois qu'il est mort maintenant. Il est mort maintenant, il a fait 10 ans, oui. C'est un très grand écrivain qui a été publié en français et qui nous avait fait visiter la ville. Et lui-même il n'était pas à l'aise non plus. Bien que ce soit sa ville et sa religion, lui était juif. Mais il trouvait qu'il y a un peu trop Enfin, il y avait des tensions telles entre les différentes communautés que c'était très difficile à vivre. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Je ne sais pas, je n'ai pas vu du tout l'heure. Vous n'avez pas parlé de la Crète. Oui, il y a beaucoup de choses. C'est assez authentique. La Crète, oui, je suis allé une fois. 2 fois. 2 fois même, oui. Mais... Non, mais je connais Héraclione et puis voilà, c'est tout. Il faut qu'on vous dise qu'on a fait cette année la croisière du Figaro. Donc, ce sont des croisières où, enfin, on l'avait 2 ou 3 fois, enfin, Dominique était le conférencier, et donc c'est cette approche de la Méditerranée uniquement par les ports et de façon très superficielle. Voilà, donc j'aimerais bien que Dominique dise ce qu'il en pense. Oui, mais non, mais la Crète, pour répondre, Knossos était quand même extrêmement refait, vous savez, au XIXe siècle, je crois. C'était oui, Lord Evans, c'est le début du XXe siècle. C'est très intéressant, mais on se 900. demande, c'est une époque où on n'avait pas le scrupule, quand même, je crois, de l'authenticité, non? D'ailleurs, je n'ai pas parlé de Malte non plus, que j'aime beaucoup. Ça, Malte, alors là, c'est resté vraiment très très authentique, je trouve. C'était détruit pas mal par la guerre. La moitié de la ville a été détruite, mais il reste quand même tous les palais des différentes nations. Et puis la cathédrale Saint-Jean, qui est admirable, la cathédrale des Chevaliers de Malte, dont les tombeaux en marbre forment le dallage. Et puis la toile de Caravage, la décoration de Saint-Jean-Baptiste, qui était une des plus belles choses qu'on puisse voir. Donc rien que pour ça vaut la peine d'aller à Malte. C'est un rocher comme ça. Il y a 3 rues parallèles qui débouchent toutes, enfin perpendiculaires, qui débouchent toutes sur la mer. C'est tout à fait impressionnant. Mais je n'ai pas non plus parlé de Perpignan, que j'aime beaucoup, puisque j'y passe l'été, qui est très très intéressant. Enfin, il y a beaucoup de choses dont je n'ai pas parlé. Parce que... Alors justement, ça relance un peu des idées que j'avais oubliées. Le baroque catalan. Ah voilà. Ça, c'est une révélation. En France même, on ignore souvent les richesses, parce que nous avons découvert depuis déjà des années, il y a peut-être 15 ans, qu'il y avait dans le Roussillon, qui était espagnol jusqu'au traité des Pyrénées, c'est jusqu'en 1650. 52, qui était espagnol, dans des églises souvent fermées, abandonnées, enfin, oui, très difficile d'entrer si on ne trouve pas la clé. Il y avait des rétables en bois doré, extraordinaires, des rétables baroques, datant du XVIIe, XVIIIe. Et là, nous avons fait des démarches auprès des autorités locales, le maire, le conseiller général, le machin. Un peu, ils s'en fichent complètement. On leur a expliqué pourtant, ça serait intéressant de développer ça, même pour le tourisme. On pourrait faire un circuit baroque, comme il y a le circuit des églises romanes,
ou le circuit des châteaux cathares, mais les élus ne s'intéressent souvent pas trop à la culture, souvent, enfin. Et donc, ça ne les intéresse pas du tout, parce que le rendement électoral va être faible sur le baroque. Enfin, finalement, on a trouvé une éditrice à Paris qui n'avait rien à voir avec la région et qui a accepté qu'on fasse le livre. Donc, il est paru il y a l'an dernier, il y a 2 ans. Et c'est passionnant parce que, en particulier, il y a une petite église qui ne paye pas de mine, enfin, vraiment d'un village perdu. Il faut aller chercher la clé chez une vieille dame, pour lui expliquer pourquoi, enfin, c'est très compliqué. Et on découvre là, en bois doré, une imitation, une inspiration des 7 sacrements de Nicolas Poussin, du grand peintre. Vous savez qu'il a peint les 7 sacrements, il a fait 2 séries même. Donc le baptême, le mariage, la mort, etc. Donc des tableaux illustres dont devaient circuler des gravures, évidemment, au XVIIe siècle, parce que Sunière, qui a fait ces rétables, ne voyageait pas. À l'époque, ils étaient en Angleterre, ces tableaux. Donc c'est très intéressant de voir que l'art circulait. On a découvert aussi un Rubens, le massacre des innocents, reproduit, imité en bois doré, avec des variantes évidemment, et avec une autre technique. C'est tout à fait passionnant. Et donc ça fait partie vraiment de la Méditerranée. L'art, c'est l'axe hispano-français. C'est une terre de rencontre entre les deux. Mais alors, il faut évoquer en ce moment, le Louvre accueille un invité d'honneur. Ah oui. Dont Dominique va vous parler, et j'aimerais que ce soit, au fond, le messager de toutes ces figures mythologiques qui te touchent. Et j'aimerais aussi que tu abordes le parcours de Caravage, parce que tu l'as mentionné à Malte, mais je crois que dans cette histoire d'Italie de l'époque, c'est quand même un des personnages liés profondément à cet esprit latin et méditerranéen. Alors, on va commencer par les statues qu'on redécouvre. Oui. Car ce qui est passionnant, depuis quelques années, on trouve dans la mer, pas loin des côtes, enfouies depuis 2000 ans, des statues extraordinaires, qui viennent sans doute de naufrages, des bateaux qui venaient de Grèce, des commandes qu'on avait passées en Grèce, et les bateaux ont coulé, ça arrivait souvent, les naufrages. On a découvert les 2 fameux héros de Riace, vous savez, on en a beaucoup parlé, qui sont à Reggio Calabria, ces 2 grands dieux en bronze. On a trouvé en Sicile un éphèbe de Mozia. Il n'était pas sous la mer, lui, mais... Il n'est pas dans la photo, là. Il est là. Il est là. Il n'était pas dans la mer, il était... Sous la terre. Sous terre, enfin. Et on a découvert aussi un faune à Mazara, un faune dansant extraordinaire, qui est peut-être de Praxitèle, enfin extraordinaire. Et puis, actuellement au Louvre, on expose une statue trouvée en Croatie, donc aussi la Méditerranée, qu'on appelle l'apoxiomène. L'apoxiomène, c'est un athlète qui se racle la sueur avec un instrument qu'on appelait le strigile. Le strigile est perdu, mais tout le reste est intact. Parce que les athlètes, vous savez, sont usés d'huile avant les courses, les luttes, et avec la sueur et la poussière, il fallait se gratter, après il fallait se nettoyer. Il n'y avait pas de douche, donc il y avait un mot, apoxiomène, c'est lui qui se racle le corps avec cet objet. Et c'est un grand athlète, nu, il est en bronze, bien sûr. Bronze, et intact pour une fois. Enfin, quand on l'a retrouvé, il y avait des incrustations, on l'a restauré. Il ne manque rien. Enfin, il ne manque pas ni un bras, ni une jambe, ni le nez, ni rien. C'est absolument admirable. Il est pendant 3 mois au Louvre. Jusqu'en mi-février à peu près. Ça vaut la peine d'aller voir parce que il est dans la rotonde de Mars. Il vient de Grèce, évidemment. Et sans doute il n'y a pas d'auteur, on ne peut pas l'identifier. C'est très beau. Alors, Caravage était, lui, un homme du Nord, parce qu'il était de Lombard, près de Milan, mais il a vécu à Rome essentiellement. Et puis, comme il a commis un assassinat à Rome, il a été obligé de s'enfuir. Et il s'est enfui vers le sud, à Naples. Et il est très lié à tout ce parcours du sud de l'Italie, puisqu'on le retrouve à Naples, on le retrouve ensuite à Malte, puis à Syracuse, puis à Messine, puis à Palerme. Et il est mort sur une plage au nord de Rome. Et il exprime très bien toute cette violence, à mon avis, cette violence du sud, cette vitalité aussi, cette frénésie et cet appétit presque excessif de vivre. Mais lui poussé jusqu'au paroxysme, puisqu'il a tué et il a été tué. Alors lui, on ne demande pas d'aller jusque-là à tout le monde, bien sûr, mais alors ça nous permet de réfléchir sur l'héliotropisme.
Parce Oui, qu'on du prend Sud. des figures comme Herbert List, le photographe juif allemand, mais surtout, je pense à Szymanowski, par exemple. Oui, le Polonais ou à Van Gogh. Ou à Van Gogh. Voilà. Comment au fond, traduire cet élan de toutes ces grandes figures artistiques qui... Tous les artistes sont inspirés vers le Sud. Tous. Regardez les Anglais, Lawrence. En France, les écrivains comme Gide, comme Tournier. Tout le monde est attiré par le Sud. Il y a d'abord le soleil, évidemment le climat, la chaleur. Mais il y a aussi cette façon de vivre qui est tellement plus étendue, plus agréable, plus accueillante, plus riche, plus enrichissante que la vie ici. Ouais, je crois qu'il faut rappeler qui est Szymanowski, parce que je crois que c'est peut-être celui qui est en musique. On a vu Caravage pour les contrastes et le Sud, mais on peut voir pour la photographie Herbert List. En 2 mots, Herbert List était un grand photographe allemand et qui avait du sang juif et qui a fui donc l'Allemagne nazie dès le début et qui est allé en Grèce. Et il a fait un très beau livre qui s'appelle les Lumières, les Fils de la Lumière, et c'est une quête, tout à coup, de toute cette antiquité, de toute cette mémoire bibliothèque qui lui est apparue. Or, quand il est rentré dans son pays, c'est son pays qui était en ruine. Et donc, il a vu les ruines de l'Allemagne détruites pendant la guerre, à la lueur, finalement, à l'aune des ruines grecques de l'Antiquité. Et il a fait les photos les plus impressionnantes, les plus tragiques et sensibles. En fait, il a même anobli de certaine façon ces ruines allemandes. C'est un travail magnifique. Et donc il y a Szymanowski. Il était un musicien polonais, donc d'un pays pas très ensoleillé, et qui est parti pour la Sicile. Et toute la côte amalfitaine, etc. Mais enfin, surtout la Sicile, et Syracuse, qui était la plus jolie ville, la plus belle ville de Sicile, à mon avis. Et il a écrit un opéra qui s'appelle Le Roi Roger. Roger, c'est le roi normand. Ruggiero II, hein. Il a écrit un opéra là-dessus qui est un peu qui est très très beau, qu'on joue malheureusement rarement, qui est en fait un hymne à Apollon. Un hymne à Apollon, oui. Peut-être il y a encore d'autres questions parce que maintenant. Voilà, maintenant c'est à vous les questions. Mais... Merci. Vous avez parlé beaucoup de la vie, vitalisme, vitalité, etc. Jamais de la mort. Alors, je vais m'autoriser. Jamais. Eh ben, je vais vous parler de la mort. Non, attendez, mais je vais m'autoriser à faire ma pitié. C'est la même chose. Absolument. Voilà. Et je me permets de faire un pont. Je vais m'amuser avec ça, hein, puisque c'est ma nature et ma culture napolitaine qui veut ça. Je comprends bien, en tout cas dans ce que vous nous apportez, qu'il est énormément question du souterrain. Et quand j'entends Méditerranée, dans ce que vous dites, j'entends moitié de terre, ce qui est souterrain. Et à Naples, eh bien quand même c'est la culture de la mort aussi essentiellement. Et j'ai pour anecdote celle de mon père qui était quand nous on est les enfants de papa les enfants de l'émigration, donc de l'intégration on va dire à une autre culture, et qui était celle un petit peu plus ordonnée, et donc de dire à papa tout le temps mais pourquoi tu payes pas les factures, mais pourquoi les factures pourquoi t'es pas à l'heure, pourquoi, et papa disait mais nous à Naples il a toujours été à Naples, c'est-à-dire dans sa tête, même s'il était ici, il était là-bas. Voilà. Donc, il n'était pas question pour lui de comprendre autrement, et ni de s'adapter. En tout cas, il disait, mais nous à Naples, le Vésuve va nous tomber dessus. Donc, de toute façon, pourquoi est-ce qu'il faudrait payer les factures ? Oui. Voilà. Mais bien sûr, il fallait parler du Vésuve à Naples et de l'Etna en Sicile. Et l'Etna est encore plus dangereux puisque la terre tremble très souvent en Sicile. Il y a eu un tremblement de terre en 68, très grave. En 1908, Messine a été détruite en 50 secondes. Il y a eu 60 000 morts. Parce que le tremblement de terre a déclenché un raz-de-marée. Et donc, il y a la menace de la mort, en effet. Donc, ça explique aussi la psychologie. Si vous voulez, on n'épargne pas. On ne met pas de côté, comme ici, le bas de laine ou le matelas, ça n'existe pas, puisque c'est idiot, puisqu'on peut mourir d'un jour à l'autre. Vraiment, on peut mourir d'un jour à l'autre. Alors, pour la présence de la mort à Naples, il y a une chose qui me touche toujours beaucoup. Il y a une église qui s'appelle Les Anime del Purgatorio, les âmes du purgatoire, dans Vrel, dans le centre de Naples. Et devant, alors la façade est décorée de crânes sculptés,
posés sur des tibias croisés. Déjà, ça vous met dans l'ambiance. Et puis devant l'église, il y a 2 bornes. Il n'y a pas de trottoir, c'est des rues assez étroites. Il y a 2 bornes, chacune surmontée d'un crâne en cuivre, également posé sur 2 tibias. Et on s'aperçoit que ce crâne est tout usé, et même troué par endroits. Alors j'ai fait une enquête, et on m'a dit que les amoureux viennent là échanger leurs promesses, leurs baisers, en caressant le crâne du mort. Enfin, le crâne, la tête de mort. Et ça, c'est très beau. Et ça, c'est grec. C'est Thanatos et Eros. C'est-à-dire que l'amour, même chez les jeunes, l'amour dans sa fleur, dans son élan, est conscient de la mort. Vous voyez, il y a un attelage, là, indissociable entre l'amour et la mort. C'est très beau. Et également, en Sicile, autrefois, je crois que ça a disparu, mais le jour de la Toussaint, les paysans venaient au cimetière, pique-niquer sur la tombe des morts et apporter le journal pour leur lire les nouvelles, pour qu'ils soient au courant. Vous voyez, là aussi, il n'y a pas de frontière entre la mort et la vie. C'est très beau. Et là, il y a un cimetière, le célèbre cimetière des Capucins à Palerme, qu'on peut visiter, qu'il faut visiter, où c'est un souterrain. Et là, on ne les a pas enterrés parce que la terre de Palerme a la propriété de dessécher les morts. Alors, on les met pendant 1 an dans une petite niche, là. Puis on les ressort. Ils ont perdu leurs humeurs, leurs viscères, tout ça. Mais il reste non seulement le squelette, mais les yeux, enfin, tout ce qui n'est pas putrescible. Et on les met debout. On les habille, on les met debout, par catégorie. Alors, il y a les hommes, il y a les femmes, il y a les prêtres, il y a les notables, il y a les enfants. Et il y en a 8000 comme ça. Et on se promène, et autrefois, maintenant on a mis des grilles malheureusement, parce que pour les protéger, mais autrefois on pouvait les toucher, et il paraît, Maupassant le raconte dans une de ses nouvelles, dans un de ses voyages en Sicile, que le dimanche, il voyait les familles descendre dans le souterrain et aller serrer comment ça s'appelle le bras, enfin la bras. Non, le bras, l'os là, c'est cubitus. Et le serrer comme quelqu'un de vivant, c'est ça qui est très beau. Et c'était pas macabre. Pour eux, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, moi j'ai jamais de mes amis, certains ont une réaction ils disent c'est macabre, je peux pas. Mais non, c'est pas macabre du tout. C'est la familiarité, ils les ont mis debout pour qu'ils soient toujours là avec nous, pour qu'ils soient toujours avec eux. C'est ça qui est très beau. Donc ça c'est tout à fait vrai, la mort est très présente. Parce que la mort est possible un jour, d'un moment à l'autre, sur les terres volcaniques, des terres qui tremblent, mais en même temps, elle est présente, mais c'est pas une ennemie. Elle fait partie de la vie. C'est la suite normale de la vie. Il n'y a pas de séparation. D'ailleurs, une des forces de toute la culture méditerranéenne et mythologique, ce sont les rites funéraires. Ce sont encore aujourd'hui préservés. Si vous voyez évidemment tous les grands tombeaux de la vallée des artisans en Égypte, vous voyez les pleureuses. On a par exemple, je donne cet exemple avec une des plus grandes chanteuses grecques aujourd'hui traditionnelles, qui s'appelle Angélique Ionatos, et elle chante dans ses concerts toujours. Moi, je suis très 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 ému chaque fois que j'entends ce chant. C'est un trène, et le trène, T-H-R-E accent grave N-E, le trène est une lamentation. Comme on en trouve en Corse, encore aujourd'hui, c'est la déploration, mais c'est une déploration qui est un accompagnement. C'est la tragédie, mais en même temps, c'est quelque chose qui accompagne le mort et qui le rend présent dans le quotidien. Il y a des chansons aussi. On trouve des disques de gamins emprisonnés. Et il y avait un gamin, 15-16 ans, qui chantait « Oui, j'ai tué, c'est pour toi, maman. C'est pour te nourrir. » Vous voyez, il y a une collusion sans arrêt. Il y a un passage entre la vie et la mort. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Moi, c'est pas une question, c'est juste pour vous rejoindre et vous dire que j'ai épousé un Italien. Je suis tombée amoureuse de l'Italie. Et c'est une expérience très récente, plus récente que la vôtre. Et je confirme l'accueil exceptionnel des Italiens, qu'ils soient du nord ou du sud. C'est les seuls restaurants où vous rentrez, où on vous dit « choisissez votre table ». Vous êtes 2, vous vous mettez à une table de 6. Oui. Voilà, pas de problème. On vous apporte une chaise pour poser votre parapluie trempé, pour pas qu'il tombe par terre. Dans le sud, on a visité la Sicile tout seul avec notre petite voiture de location. Vous avez toujours un petit papy qui, pour gagner un peu d'argent, à l'époque c'était encore les lire, vous demande quelques pièces pour surveiller votre voiture.
et vous revenez 3 heures plus tard après avoir visité le site archéologique et le petit papier est toujours dans votre voiture. Enfin, c'est un pays qui ne peut pas laisser insensible et je comprends qu'on l'aime et qu'on a envie d'y aller. Ouais, il faut épouser des Italiens. Oui, par exemple. Mais on peut aussi découvrir l'Italie avec des Français, des Polonais, des Allemands. Voilà. Non, mais Dominique peut vous raconter, quand il parle de tes élèves. Oui, moi j'étais professeur d'italien à Rennes. C'est une ville un peu embrouillardée, disons. Et les jeunes bretonnes arrivaient des petits villages tout rougeaux, bourgeonnantes, les cheveux tire-bouchonnés. Ah non, mais attendez, c'est pas leur faute, hein. Et au bout de 3 ans, elles avaient droit, elles allaient toujours une année assistant dans un lycée en Italie. Et donc elles passaient 1 an en Italie, dans un lycée, à enseigner le français, et elles revenaient transformées. Elles avaient appris à se coiffer, à se maquiller, à s'arranger, souvent amoureuses, elles découvraient l'amour, souvent elles se mariaient d'ailleurs, elles restaient souvent là-bas. C'était une transformation. Alors moi, mon enseignement servait à quelque chose, là, plus qu'à apprendre l'italien, à apprendre la vie, à se transformer. C'était extraordinaire. Ce pays, moi-même, j'étais timide et nigaud quand je suis parti. C'est un pays qui vous apprend à devenir vous-même pleinement. Et si la Renaissance a eu lieu en Italie, c'est pas par hasard. La Renaissance, c'est renaître, c'est naître à nouveau d'une façon beaucoup plus harmonieuse qu'au début, que ce que la nature nous a fait. C'est ça, l'Italie, c'est un pays qui vous apprend à être soi-même, à vous accomplir. Alors là, j'en profite pour annoncer la sortie du prochain. J'ai aucune commission, je vous rassure. J'y pense tout à coup sur le prochain livre qui va apparaître, Dominique, c'est le dictionnaire amoureux de Stendhal. Et je crois que tout est dit. Si vous regardez, vous avez dictionnaire amoureux. D'ailleurs, j'aimerais que Dominique revienne sur cette appellation. Vous allez comprendre pourquoi. Mais aussi Stendhal. Parce que là, je crois que cette définition de l'amour, comme on l'a dit tout à l'heure, on peut parler aussi d'ailleurs du syndrome. Je crois que ce serait intéressant. Juste évoquer en 2 mots de quoi il s'agit. Et vous verrez que simplement cet amour pour l'Italie n'est pas uniquement subjectif. Voilà. Oui, dictionnaire amoureux, oui. Oui, c'est une collection que chez Plon, dont j'ai créé le concept vient de moi. D'ailleurs, M. Simoen, qui dirige la collection, l'a reconnu dans la préface du dictionnaire amoureux d'Italie, parce que nous avions écrit d'abord un livre qui s'appelait Voyage d'Italie et sous-titre Dictionnaire amoureux. Ça veut dire, on parle de ce qu'on aime. Un dictionnaire, il faut parler de tout. Si c'est ennuyeux, si on n'aime pas. Un dictionnaire amoureux, c'est à la fois un dictionnaire, c'est-à-dire quand même qui donne des renseignements précis ou la plupart des impressions, mais amoureux avec cette connotation que seulement ce qui plaît, ce qui vous émeut est digne d'être mentionné. Le reste, on n'en parle pas. Et donc, j'ai appliqué cette idée maintenant à Stendhal. C'est un gros livre qui paraît ces jours-ci d'ailleurs, peut-être aujourd'hui même, je ne sais pas, et qui est une exploration, une visite de Stendhal à travers les facettes que j'en aime. C'est-à-dire, il y en a beaucoup, c'est 850 pages. Et le syndrome, ça je crois que c'était important. C'est toi, tu peux en parler. Ah oui, ça c'est ma passion, donc parfois bon. Vous savez que c'est en Italie que c'est arrivé, donc Stendhal va à 2 reprises dans une église de Florence qui s'appelle l'église Santa Croce, et donc ça n'existe pas le journal de Stendhal, c'est pas, si vous voulez, tous les jours à écrire, ce sont des notes qu'il prenait dans ses livres et qu'on a rassemblées. Et à 2 reprises, il rentre dans une église, donc à 7 ans de différence, et il va utiliser les mêmes mots pour transcrire ce qu'il ressent. Et on le résume aujourd'hui, c'est un phénomène très tardif, c'est pas du tout une analyse psychologique liée au phénomène de son temps, mais c'est avec le recul la transcription d'un phénomène que beaucoup de gens éprouvent, c'est-à-dire le vertige devant l'œuvre d'art. C'est-à-dire qu'il y a une telle saturation, mais saturation c'est péjoratif en fait, il y a une telle saturation d'émotion devant certaines œuvres d'art, puisque l'Italie, comme vous le savez, en rassemble, en contient tellement, que Stendhal va dans cette église, il demande à ce qu'on lui ouvre les portes de la chapelle, d'une chapelle, c'est un curé qui lui ouvre la porte, or il est profondément athée et profondément anticlérical, donc il est un peu
dérangé par que soit ce curé qu'il trouve au demeurant fort sympathique, dit-il, et qu'il ouvre la chapelle. Et là, il est obligé, pour voir le plafond, qui est fait par un peintre qui s'appelle Il Volterrano, de regarder ces figures. Or, c'est une voûte baroque, et comme évidemment, à force d'être le cou tendu, il n'est pas à l'aise, il s'agenouille sur un prie-dieu. Et donc, le fait de s'agenouiller, de mettre la terre, et puis là, il entre dans une forme de transe, et il reconnaît, c'est ça la clé, si vous voulez, du syndrome, c'est qu'il y a 4 sibylles, une très âgée, dont il ne parle pas, et puis 3 autres plus jeunes, et dans le visage d'une des 3, il reconnaît Minette. Minette, c'est Wilhelmine, une des femmes qu'il a aimées au cours de son voyage en Allemagne, et sa traversée de l'Allemagne pour la campagne de Russie, et il dit c'est Minette, mon Dieu que c'est beau. Voilà. Et donc, c'est l'amour. C'est-à-dire que l'œuvre d'art est le véhicule. Mal, en plus. Voilà. Et donc, il est tellement ému de voir dans le portrait de la Sibylle la femme qu'il a aimée. Donc, c'est un sentiment profondément amoureux. C'est pas du tout une notion abstraite. Et là, il a le vertige, il sort, il a dans la main Foscolo, le poète, et puis il voit, ça c'est très important, tous les tombeaux des grands hommes. Il y a Dante, il y a Machiavel, il y a tous les grands hommes de Florence, et là il est confronté à la mort, donc toujours mort, amour, enfin, et là il sort de l'église, et là il s'évanouit. Il a un vertige, il a ce trop-plein d'émotions liées à l'art, liées à l'amour, liées à la mort, etc. Et donc cette quintessence des émotions qui lui fait perdre la conscience. Et aujourd'hui, on a régulièrement à Florence, c'est là que le phénomène est né, qu'on l'a appelé le phénomène de Stendhal, puisque très souvent il y a à l'hôpital des gens qui viennent, qui ont eu des vertiges et qui n'en ont pas la raison. Alors c'est sûr qu'ils piétinent dans les musées pendant des heures et qui voient 500 œuvres au mètre carré, mais c'est ça qui... Et donc aujourd'hui le syndrome de Stendhal porte ce nom comme le choc de l'œuvre d'art, le choc de la beauté et de l'harmonie.